Europe 1. 6h, le journal est présenté par Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Des nuits chaudes donc, je le disais, des journées étouffantes, la canicule bat son plein en France. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'à 29 degrés cette nuit à Perpignan. Difficile de trouver le sommeil dans ces conditions. Hier en journée, des records de température sont tombés dans plusieurs villes de France. En Ardèche, à Saint-Laurent-du-Pape, 41,2 degrés relevés, soit 0,2 degrés de plus qu'en 2003. À Vinsobres, dans la Drôme, la barre des 42 a été franchie pour atteindre les 42,1, plus 0,3 degrés par rapport à juin 2019, date du précédent record. Au total, ce lundi, nous avons donc 50 départements en vigilance orange canicule, un de plus qu'hier avec la Charente-Maritime qui rejoint la liste. La chaleur qui touche aussi, ils ont moins l'habitude, le nord-est du pays. À Strasbourg, les habitants ont bien retenu les conseils de prévention. Tatiana Gezelman. Premier conseil pour supporter la chaleur, venir d'un pays où il fait encore plus chaud comme Cassandre. Je travaille une partie de l'année en fait en Égypte, donc je suis habituée à des températures qui vont jusqu'à 45 degrés. Donc là pour le moment, je trouve que c'est correct. Alors autre technique justement, s'inspirer des habitudes de ces pays chauds. Dans la rue, Aïssa est en short et t-shirt, mais quand il rentre chez lui, il enfile le cadeau que sa sœur lui a rapporté de ses vacances au Maghreb. Ma sœur m'avait offert des robes masculines portées voilà, j'ai là-bas, mais très fines. C'est très agréable, en plus ça fait circuler de l'air et c'est un petit peu comme une sorte de clim, quoi. C'est sympa. Et puis ça donne l'impression de voyager, ajoute-t-il. Estelle a quant à elle décidé de faire venir la plage à Strasbourg. Il y a 2 fontaines en plein cœur de Strasbourg, ce qui permet à nous, à parents, de rafraîchir nos enfants facilement. On vient vraiment en tongs et en maillot et ils sont tout frais après. Une baignade le matin, une l'après-midi. Enfin, dernière solution, opter pour le fatalisme comme Nadine. C'est surtout qu'il faut qu'on s'y habitue, paraît-il, puisque ça va être de pire en pire. Strasbourg, Tatiana Gezelman, Europe 1. Voilà, et sachez aussi qu'il n'y aura pas de baisse de température prévue avant jeudi et des records pourraient tomber demain dans la vallée du Rhône. Voilà donc le contexte dans lequel Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, mais aussi Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, vont se rendre à Lyon aujourd'hui pour faire le point sur les initiatives pour retrouver un peu de fraîcheur en ville. C'est donc, on l'a compris, la chaleur qui va accompagner aujourd'hui les automobilistes de retour de vacances. Bison Futé hisse le drapeau orange pour les retours, mais la journée est classée verte dans le sens des départs, du vert partout demain. Des coups de chaud successifs dans le pays qui n'arrangent rien du côté de nos nappes phréatiques. Après un hiver sec et donc un été 2023 chaud, 72% d'entre elles souffrent et les pluies marquées dans le nord en juillet n'ont pas suffi à nourrir efficacement nos sols en profondeur. Les nappes enregistrent toujours des niveaux bas. Margot Faudéré. Oui, car si certaines régions comme la Bretagne ont eu des précipitations supérieures au normal de saison cet été, c'est loin d'être le cas dans le reste du pays. Simon Mittelberger est climatologue chez Météo France. Sur la moitié sud et plus précisément la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a eu un mois de juillet qui a été déficitaire avec 70% de précipitations en moins par rapport à un mois de juillet normal. Et ce mois d'août est dans la continuité du mois de juillet avec un mois également déficitaire. Résultat, dans certains territoires, les sols sont secs et le niveau des nappes phréatiques en France reste aussi bas que l'été dernier pendant la sécheresse. Alain Dupuis est professeur d'hydrogéologie à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. À peu près les 3/4 des nappes sont en dessous de leur niveau normal. Malheureusement, nous sommes dans une période, ce qu'on appelle nous de vidange. Ces niveaux-là vont avoir une tendance à baisser jusqu'à la reprise des précipitations qui devraient avoir lieu, on l'espère, à l'automne prochain. En revanche, du côté des eaux de surface, autres ressources dont nous disposons, les réserves sont bien meilleures. Dans les retenues d'eau exploitées par EDF, dont plus de 600 barrages, le taux de remplissage est supérieur au normal de saison, grâce notamment à de bonnes précipitations au mois de mai et juin. Margot Faudéré pour Europe 1. Un été 2023 marqué aussi malheureusement par de nombreux incendies. Il y a eu Hawaï, le Canada, la Grèce, mais aussi l'Espagne. Oui, sur l'île espagnole très touristique de Tenerife, les flammes dévorent depuis la semaine dernière des centaines d'hectares chaque heure. À ce stade, plus de 6% de la superficie du territoire a été ravagée, contraignant des dizaines de milliers de personnes à évacuer. La situation n'est pour le moment pas encore sous contrôle, Maréva Laville, mais on en sait plus sur les causes de l'incendie. Oui, la police a confirmé que l'incendie a été déclenché volontairement et depuis, c'est toute l'île qui vit sous la menace. Le feu continue de brûler une grande partie du nord de Tenerife, mais malgré tout, ces dernières heures, les 200 pompiers retrouvent un peu d'espoir, comme l'explique le président des Canaries. La nuit a été bien mieux que ce qu'on espérait. Aujourd'hui, on reprend du courage, car on a un scénario très différent de celui qu'on a vécu. Malgré la canicule et le vent, le départ de feu peut être stabilisé
brûlé. Une première lueur d'espoir pour les plus de 12 000 personnes évacuées en vitesse, nuit après nuit, comme le raconte cette habitante. Toute la nuit était terrible. Le feu était autour de notre maison et il nous disait « Allez, allez !» On avait 10 minutes pour partir de la maison parce que les flammes étaient juste à côté. Coûte que coûte, il faut sauver les vies et les habitations. Plus de 10 000 hectares de végétation ont déjà brûlé. C'est du jamais vu ici. Mareva, la ville correspondante d'Europe 1 en Espagne. Un contexte tout aussi dramatique et catastrophique du côté d'Hawaï. Oui, les recherches de corps se poursuivent sur place. La barre des 100 morts a été dépassée. Ce lundi, le président des États-Unis, Joe Biden, est attendu sur place alors que les autorités sont très critiquées. C'est la gestion de crise qui pose problème. Des alertes n'auraient pas été déclenchées, provoquant une grande panique au sein de la population, obligée parfois de se jeter dans l'océan pour échapper aux flammes. Du côté du Canada, les feux ont encore gagné du terrain hier dans l'ouest du pays où 2 larges incendies ont fusionné. Les évacuations de milliers d'habitants se poursuivent. Le brasier s'étend désormais sur plus de 41 000 hectares d'après les pompiers de Colombie-Britannique. En France à présent, les Hautes-Alpes touchées à leur tour par un incendie important. Oui, à Buèche, sur le secteur de Chanous, 3 avions bombardiers d'eau et un hélicoptère ont été mobilisés hier en fin de journée. 120 pompiers étaient aussi présents pour contenir les flammes qui ont parcouru une centaine d'hectares, mais pour l'heure, aucune habitation n'est menacée. L'incendie d'Argelès-sur-Mer est lui officiellement éteint. Europe 1, 6h07. On ouvre à présent, Alexis, la page politique de ce journal. De retour à Paris cette semaine après sa pause estivale au fort de Brégançon, Emmanuel Macron réunira son gouvernement mercredi pour un conseil des ministres. Rentrée qui s'annonce difficile entre la recherche de compromis avec les oppositions, les projets de loi difficiles à faire passer sans majorité et la course à sa succession qui démarre fort avec l'offensive de Gérald Darmanin. La rentrée du président ne sera pas apaisée. Il va devoir répondre à un certain nombre d'incertitudes. Arthur Delaborde. Oui, il y a d'abord l'initiative politique d'ampleur promise avant les congés qu'Emmanuel Macron va s'atteler à lancer dans les prochains jours. Les contours sont à ce stade très flous, mais faute de majorité absolue à l'Assemblée, le chef de l'État pense pouvoir proposer aux forces de ce qu'il appelle l'arc républicain une série de rencontres pour déterminer des projets communs. Parmi eux, le sensible dossier migratoire qui peine à faire consensus depuis déjà plusieurs mois. En parallèle, dès la rentrée, l'exécutif va préparer la bataille budgétaire de l'automne. Sur fond de promesses de retour au sérieux financier, elle s'annonce particulièrement éprouvante et devrait s'accompagner d'une salve de 49.3 et de motions de censure. En plus de ces dossiers brûlants, Emmanuel Macron doit faire face à l'émancipation grandissante de ceux qui l'entourent. À l'image du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin réunira ses troupes le 27 août prochain à Tourcoing après avoir explicité son intérêt pour la présidentielle de 2027. Certains proches du président l'appellent d'ailleurs à taper rapidement du poing sur la table pour canaliser les ambitions personnelles liées à sa succession. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui devra se replonger aussi dans la question de la guerre en Ukraine. Oui, avec ce tournant hier, les Pays-Bas et le Danemark s'engagent à livrer 61 avions de combat américains F-16 à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue une décision historique. Dans l'actualité aussi, la mort de l'économiste Daniel Cohen, ce spécialiste de la dette souveraine, professeur à l'école normale supérieure, est décédé hier soir à l'âge de 70 ans. Il était gravement malade. Nous perdons un grand intellectuel, a déclaré sur Twitter Emmanuel Macron. La chasse aux économies et aux fraudeurs se poursuit à la sécurité sociale. Oui, c'est tout un réseau qui se retrouve sanctionné. Comme le rapporte Le Parisien, 13 centres de santé du groupe Alliance Vision sont déconventionnés de l'assurance maladie à partir de ce lundi 21 août en raison d'escroqueries répétées. Un homme a bien été interpellé et placé en garde à vue ce week-end après la découverte de tags antisémites sur la vitrine d'un restaurant cachère à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était dit profondément choqué par ces inscriptions insupportables. À 6h10, la suite du journal sur Europe 1, Alexis de la Fléchère, Lionel Gougelot. C'est la journée internationale du souvenir aujourd'hui. Europe 1 vous propose tout au long de la journée des témoignages de membres des forces de l'ordre qui ont dû intervenir, mais aussi de personnes qui ont vécu et subi des actes terroristes. Oui, depuis les années 2010, la France a connu nombre d'attentats terroristes sur son territoire. Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le 14 juillet à Nice ou encore le Bataclan où Nelly a perdu son fils. Mon téléphone sonne et c'était le ministère qui dit « Votre fils, on l'a retrouvé, il est décédé ». Alors, j'arrivais pas à y croire. On allait annoncer qu'il était décédé. À ce moment-là, mon téléphone ressonne et la personne au bout du fil me dit « Madame Leclerc, on n'est pas sûr que ce soit lui ». Alors là, j'ai hurlé. Je dis « Mais vous vous rendez compte de ce que vous nous faites ? Vous nous dites 20 minutes avant
qu'il est décédé. Puis 20 minutes après, vous me dites qu'il n'est pas sûr que ce soit lui. Il me dit oui, non, mais il faudrait revenir demain matin à l'IML, reconnaître le corps. Bon, ça a été une nuit horrible. Demain matin, on est venu nous chercher. Lui, il était dans la pièce à côté, réfrigéré. On ne pouvait pas le toucher, quoi. Il y avait une grande vitre, aucun contact. Je l'ai reconnu tout de suite. Il était emmailloté comme une momie. On a eu le droit d'aller le revoir une deuxième fois, 10 minutes. On n'a pas pu rester 5 minutes tout seul avec lui. Il y a des choses, je ne me rappelle plus. Parce que j'ai complètement disjoncté. C'était le noir complet, quoi. Au début, j'allais tous les jours au cimetière, même la nuit. Un matin, j'ai dit, je peux plus. Depuis 8 ans, je suis suivie par psychiatre et psychologue. Moi, je voulais mourir. Je vais me suicider parce que je peux plus vivre. La vie, elle avait plus de but pour moi. Et je me suis dit, mais je me raccroche parce que mon mari est là, il a besoin de moi. Récupérer mon fils, je donne tout ce que j'ai. Voilà des propos recueillis par Maxime Gondelot pour Europe 1. Journée internationale du souvenir, donc aujourd'hui avec, je vous le disais, donc des témoignages qui vous seront proposés tout au long de la journée sur Europe 1 par la rédaction. Enfin, c'est notre série de la semaine. On va vous faire découvrir chaque jour des artistes qui sont des stars, mais uniquement dans leur pays. Et ce matin, on va aller en Italie. Oui, Christian De Sica et Massimo Boldi, ce sont des milliards de lire, puis des millions d'euros au box-office italien. Le duo comique partage l'affiche d'une vingtaine de comédies de Noël qui scotchent encore chaque année des millions d'Italiens devant leur petit écran. Antonino Galofaro, mais qui n'est jamais sorti des frontières de la péninsule. Difficile de traduire leur jeu de mots en français. Échange salace sur fond de musique pop à la mode, c'est leur marque de fabrique. Massimo Boldi et Christian De Sica sont les rois du genre ciné-panettone, ces comédies potages qui sortent au cinéma à Noël. Dans Vacanze di Natale, le Milanais Massimo Boldi ne veut pas prêter d'argent au Romain Christian De Sica. Les deux acteurs jouent sur leurs origines et les clichés liés à leur ville, pour le plus grand bonheur des Italiens, comme Massimiliano. Ils ont toujours été ironiques, ils ont trouvé le bon rythme pour nous faire rire, ce sont des caricatures de nous Italiens, ils se moquent de nos défauts et de nos manies. Ces films sont en effet des miroirs dans lesquels les Italiens se regardent. Pour rire avec Christian De Sica et Massimo Boldi, il faut donc connaître et bien comprendre la culture italienne. À la longue, leur humour, personnellement, me lasse, m'agace même. Mais c'est comme pour les bons et fonds du ski. Quand leur film passe à la télévision chaque année, bizarrement, je reste scotché à l'écran. Voilà Antonino Galofaro, correspondant d'Europe 1 en Italie. Dans le journal d'Alexis de la Fléchère. Merci Alexis. Europe 1, il est 6h13, à suivre la météo des plages. Mais